Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, c'est le dernier quart d'heure de l'émission. Le thème ce soir, c'est celui de la gouvernance et de la transition. On en parle avec Carmine Defranco, directeur de la recherche d'Osiam. Bonsoir Carmine, merci beaucoup d'être là. Dans le sillage alors de la partie précédente de l'émission, on a beaucoup parlé de ce rapport du CDP, alors qui voilà, c'est la dernière alerte avant la COP26. Personne n'est au rendez-vous des enjeux, que ce soit les États, les entreprises, le monde de la gestion et de la finance au sens large. Il y a énormément de travail encore à faire pour être net zéro, comme on dit, sur des horizons 2050 et être sur des trajectoires limitant la progression du réchauffement climatique, allez, 2 voire 1,5, ce qui est fortement recommandé aujourd'hui par le GIEC. Les gens qui prennent ces décisions dans les entreprises, les PDG, les managers, qui prennent ces décisions, qui engagent les entreprises sur ces trajectoires, sur plusieurs dizaines d'années pour arriver à ces objectifs zéro carbone, émissions nettes à horizon 2050. Les CEO qui prennent ces décisions aujourd'hui ne seront plus là en 2050. Ça, c'est une certitude, mais sans doute même dans quelques années. C'est ce que Marc Carnet résumait comme étant la tragédie des horizons. Les gens qui prennent les décisions aujourd'hui ne verront pas le fruit, les bénéfices de ces décisions. Ou les dégâts de l'absence des décisions peut-être qu'il faudrait prendre. Concrètement, là, si on se place justement dans le cadre de l'entreprise, et vous avez tenu chez Osiam une conférence approfondie sur cette question il y a quelques temps à peine, Carmine, comment on s'assure en tant que manager là, que l'entreprise, la gouvernance, le système de gouvernance de l'entreprise résistera, survivra au départ des managers décisionnaires aujourd'hui sur ces questions de trajectoire climatique? Vous le dites très bien, c'est qu'aujourd'hui, on doit s'assurer qu'une stratégie bas carbone au niveau des États, puisque la même question s'applique aux États. Je doute que les premiers ministres et les présidents d'aujourd'hui seront là en 2050. Mais que ce soit au niveau des États, au niveau de l'opinion publique, de la société, et au niveau des entreprises, les décisions qu'on prend aujourd'hui, si elles sont correctes, si elles sont ambitieuses, doivent être soutenues pendant des décennies. Alors moi je fais toujours, c'est peut-être pas forcément bien placé, mais dans les années après la guerre, les États-Unis ont fait une confrontation avec l'Union soviétique avec une stratégie qui a duré une cinquantaine d'années. C'est le protocole Kennan, a duré 50 ans, que les présidents étaient des démocrates ou des républicains, ont soutenu, ont intégré, on a amélioré une stratégie, mais qui était quelque part implémentée correctement. Et pourquoi ça? Parce qu'évidemment, les États-Unis, c'est une démocratie dans laquelle une stratégie est débattue et puis implémentée. Et nous, on doit être dans la même optique. On doit être dans une optique où l'entreprise se donne un target, net zéro, c'est très sympathique parce que ça fait la une dans les médias, etc. Et c'est plutôt, encore une fois, c'est pas une critique de greenwashing, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle que toutes les entreprises ont et ressentent le besoin de dire, bon aussi, je vais être net zéro en 2050. La question est comment on va arriver concrètement au jour le jour. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'on va avoir, par exemple, un conseil d'administration qui est capable de faire des choix parfois compliqués, surtout dans les entreprises. Vous en parlez tout à l'heure, les entreprises des secteurs difficiles. Quand on est un gestionnaire d'actifs, être à 1,5 ou 2 degrés, c'est très facile si on n'investit pas dans le pétrole, dans le gaz, dans le charbon. Bien sûr. Très bien, mais encore une fois, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est ça. Comment on fait avec ces entreprises pour qu'elles puissent changer? Et l'entreprise peut changer si la gouvernance, elle est capable de pouvoir piloter des choix, de faire des choix forts, importants, ça va prendre dans la durée, et ça paye. Encore une fois, il ne faut pas faire penser ou véhiculer le message que finalement ça va coûter de l'argent. Oui, certes, c'est des investissements, mais comme toujours, c'est des investissements, mais les entreprises qui les ont faites il y a 5 ou 10 ans commencent à avoir des écarts de performance très importants. Il y en a des exemples en France, en Europe, dans le monde entier. Ouais. Comment on s'assure effectivement, alors là en tant qu'investisseur, dans les entreprises dans lesquelles vous investissez, évidemment, le sujet environnemental, le sujet social sont des sujets qui sont très bien identifiés, très bien flagués, mais est-ce que le sujet de la gouvernance, c'est un sujet qui est pris en main aujourd'hui par les décisionnaires de ces entreprises? Et encore une fois, quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques peut-être à appliquer pour s'assurer, comme vous le disiez, que les conseils d'administration, à travers le temps, continueront d'endosser, de soutenir, de faire vivre les engagements pris des années auparavant. Exactement. Donc, alors, des bonnes pratiques, il y en a. Je vais commencer par une pas bonne pratique. Une mauvaise pratique. Une mauvaise pratique. Oui. Alors, le contre-exemple. Les contre-exemples. Donc, vous pouvez avoir une stratégie, disons, vous êtes le PDG de l'entreprise, vos actionnaires, peut-être des actionnaires institutionnels, vous mettent de la pression pour que vous fassiez baisser votre empreinte carbone. Parce que c'est un indicateur physique très important. Et donc là, c'est très facile. Vous vendez vos actifs à un autre acteur privé.
votre empreinte carbone baisse. Bon, au niveau de la planète, ça n'a rien changé. Mais par contre, voilà, vous pouvez dire, regardez, j'ai fait moins 10%, moins 15% d'empreinte carbone. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Stratégie différente peut vouloir dire, par exemple, conseil d'administration ouvert qui intègre des expertises liées au sujet climatique. Donc des gens qui ne sont pas forcément liés au monde de l'entreprise, mais qui viennent d'un monde différent. Alors, pourquoi pas académique, les agences internationales, l'IAE, etc. Avoir un référent côté actionnaire. Donc aujourd'hui, on en a des plus en plus. Voilà, vous parliez des Total tout à l'heure. Il y a un administrateur dans le conseil. C'est l'administrateur référent qui permet justement d'entamer, de nourrir et de améliorer le débat et l'engagement avec les actionnaires. Donc il y a des pratiques. Quand on parle de gouvernance, en général, il ne faut pas juste regarder quelque part des critères... disons comme ça, c'est difficile d'appréhender la gouvernance parce que par rapport au climat, c'est quelque chose de très qualitatif, intangible. Oui. Mais par on ne peut contre, pas objectiver aussi facilement que l'intensité carbone de l'entreprise. Exactement. Donc, on peut estimer combien ça fait l'intensité carbone. C'est difficile d'évaluer la qualité. Mais il y a quand même des proxys. Alors, un proxy qu'on voit tout le temps, c'est la composition du bord, etc. Bon, c'est très sympathique, c'est important. Mais est-ce que ça peut vraiment expliquer des écarts de performance entre différentes entreprises et aussi les engagements qui peuvent être tenus? Alors, après, il y en a d'autres qui sont plus fin. Et donc, par exemple, vous pourrez regarder quelque chose que je trouve très rigolo, mais très intéressant, c'est est-ce que la composition du board est internationale et très, très différenciée? Est-ce que la rémunération des dirigeants est liée à des objectifs financiers, évidemment, mais extra-financiers, donc dans la durée? Est-ce que, des choses plus concrètes, est-ce que les engagements qui sont pris, sont votés, sont validés par un audit externe? Alors, on parle beaucoup de SBTI, donc c'est un protocole Science-Based Target, donc qui vous dit, effectivement, votre stratégie est en même de pouvoir aligner avec les accords de Paris. Et après, voilà, encore une fois, l'ouverture du conseil d'administration qui soit aligné à l'intérêt des actionnaires, évidemment, parce qu'on est quand même dans un monde capitaliste, mais qui du coup est capable d'intercepter la demande d'innovation dont on a besoin. Alors il y a des exemples, même en France, vous regardez des entreprises comme Air Liquide par exemple, ou Schneider Electric, donc ce sont des entreprises qui ont entamé ce choix il y a très longtemps, donc vous avez un conseil d'administration qui du coup va être très différencié, très large, très culturellement même différent, et qui permet justement de nourrir cette culture d'entreprise d'innovation. Vous regardez les performances par rapport au même secteur en Europe, voilà, vous avez des titres qui font bien. Après, vous avez aussi des mauvaises postures en termes de gouvernance. Alors, je vais en citer deux. Le premier, c'est, donc on est en France, Renault. Alors là, pour le coup, c'est un peu paradoxal, puisqu'on connaît très bien tous les déboires de la saga Renault. Il faut quand même dire que les choix qui avaient été entrepris par l'entreprise, côté climat, étaient plutôt pas mauvaises, parce qu'elle était plutôt en avance. On parle de l'ère Carlos Ghosn. Hein. Exactement. On est tout à fait alignés. Mais effectivement, donc, le choix était correct. En revanche, on sait quelles étaient les faiblesses au côté gouvernance. Donc, si le choix n'était pas bon aujourd'hui, enfin, disons que... oui, bien sûr. C'était un risque important. Ex post était effectivement bon, mais voilà. Mais il y en a un autre exemple. Alors là, pour le coup, je parle de mon pays d'origine. Donc, vous prenez Stellantis, ex-Fiat. Alors là, c'est un peu une histoire différente parce que vous avez une entreprise où la famille fondateur, elle est encore présente. Donc là, il veut avoir des positions dans le conseil d'administration, ce qui en soi, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que du coup, ça ferme la porte à des administrateurs indépendants qui peuvent apporter des expertises. Ils ont raté, ou en tout cas pas anticipé, le changement vers le véhicule électrique. Donc du coup, ils ont dû payer Tesla. Bien sûr. Ils ont fait la fortune de Tesla, on peut le dire. Aujourd'hui, le mariage avec Peugeot, c'est aussi pour pallier à cette une résultante de ce manque de vision stratégique. Exactement. Donc vous voyez que la vision stratégique, quelque part, dépend aussi de la structure de gouvernance. Si vous avez un conseil qui était beaucoup plus large et différencié, et ben, probablement quelqu'un aurait dit attention, dans les 15-20 prochaines années, il va falloir commencer à réfléchir à la voiture électrique, ce qui n'a pas été le cas. Encore une fois, est-ce que ce sujet de gouvernance est vraiment mis au centre des discussions aujourd'hui des entreprises là? Est-ce que vraiment les grands corporates se saisissent de cette question-là? Est-ce que ça bouge? Parce que, encore une fois, moi je vais me dire maintenant, si je vois un CEO signer des engagements et puis si la gouvernance de l'entreprise n'a pas changé depuis 25 ans, avec le même conseil d'administration, les mêmes membres, etc., je me dis, bon, il y a peut-être une dissonance là, quelque part. Disons que, pour une fois, parlons du secteur financier, puisqu'on y est dedans. Alors, par exemple, vous parlez beaucoup de la gestion ISR, les gestions ESG au sens large. Est-ce que,
En parallèle, ça pourrait être, est-ce que le responsable ESG vit dans son silo et puis le reste fonctionne comme auparavant, ou alors c'est intégré. Donc dans les entreprises, c'est pareil. Est-ce que les engagements climat, mais aussi sociaux, oui, etc., oui. est-ce que ça vit dans un espèce de silo de manière indépendante pour qu'on puisse se communiquer, engager avec les investisseurs, et puis c'est business as usual, ou alors ces fonctions-là sont intégrées, structurées, et donc ça devient cœur dans chaque département, dans chaque division, chaque business unit. Donc, il faut que ce soit... ça soit quelque chose qui devient non pas en plus, mais à la base de la façon dont les entreprises opèrent. Une colonne vertébrale dans l'entreprise. Exactement. Et si vous avez ce cadre de travail, ça ne posera plus de problème de est-ce que j'investis dans une entreprise du secteur énergie puisque de toute façon, on a besoin d'énergie, voilà, on a besoin d'électricité pour vivre. Voilà, les statistiques sont très claires. L'année dernière, en 2020, on a fait moins 6% d'émissions et on a eu la Covid. Donc ça, il faudrait faire ça tous les ans jusqu'en 2050. Vous voyez, on vit dans une économie carbonée, donc on va avoir besoin de ces secteurs. Mais comment on investit dans des secteurs qui sont difficiles ? Et ben voilà, on va regarder ces genres de critères. On va voir si l'entreprise elle est en même de pouvoir s'engager sur une trajectoire, de la soutenir et d'arriver en 2050 à net zéro. Le nerf de la guerre, souvent, c'est quand même l'incentive et les rémunérations des administrateurs. Est-ce que de plus en plus de managers, administrateurs sont incentivés justement sur la tenue des objectifs climatiques sur lesquels ils s'engagent ? Est-ce que ça devient une pratique qui se généralise ou est-ce qu'on n'en est pas du tout encore là ? Disons qu'on peut faire mieux. Ouais. Non, mais c'est important. Soyons optimistes et disons qu'à terme, ça doit devenir une pratique. Après, sur les sujets de gouvernance en général, il suffit qu'il y en a un qui entame la bonne pratique. Et ça peut aller vite. Et ça peut aller très vite. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'engagement des actionnaires, surtout les actionnaires institutionnels, c'est très important, puisqu'il n'y a pas besoin de faire changer toutes les entreprises du MSCI World. Vous faites en changer quelques-unes, peut-être emblématiques, avec un brand très reconnu, et ça peut avoir un effet levier très important. Donc, ça, c'est le genre d'incitation qui peut permettre justement d'aller exploiter la force du marché financier et donc de la société capitalistique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la question de la gouvernance pour ces entreprises en transition. Laissons les États de côté, mais les entreprises, c'était quand même ce qui nous intéressait avec vous. Carmine Defranco qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur de la recherche d'Osiam. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.